Salut les amis, me voici enfin arrivé après ce rallye Transcordilleras en Colombie, après 1000 km et 22 500 de D+. Je vais vous faire mon traditionnel retour d'expérience sur le matériel amené à la fois vélo, textile et puis bref, déballer tout ce que j'avais dans mes sacoches pour pouvoir vous partager les bons conseils, les choses que je pourrais améliorer et potentiellement les choses que j'aurais pu éviter d'emporter, de manière à ce que ça puisse vous aider à vous élancer soit dans cette même course, soit potentiellement sur un voyage en Colombie ou même ailleurs en fonction des conditions qu'on a pu rencontrer sur cette épreuve qui a été particulièrement difficile. Je rappelle juste les grandes lignes, c'est 60% de gravel, 1000 bornes, on part de l'est de la Colombie dans la région de Boyacá, le village de Paipa exactement, et en fait on louvoie entre la cordillère orientale, la cordillère centrale pour 1000 km d'aventure, pour rejoindre Santa Fe d'Antioquia, que j'avais eu la chance de rallier à vélo à 2 reprises avant cette course, en 2015 et en 2017. C'est un défi que j'ai décidé de réaliser à l'aide d'un gravel de chez Origine, le Grax 3 GTO. Pour le coup, je vais traverser avec vous les grands points techniques de cette configuration que je suis ravi d'avoir emporté, le GTO, c'est-à-dire avec la version suspendue, avec une fourche de 40 mm de débattement qui a permis quand même d'avoir un petit peu de confort. Donc je vous propose déjà de commencer par le vélo, ensuite on verra la partie textile et équipement sur une deuxième partie de vidéo. Alors sur le vélo, voici la bête. Donc le Grax 3 GTO, je rappelle les grandes lignes, c'est la version confort du Grax 3, la 3e génération du vélo gravel de chez Origine. Je suis en configuration monoplateau, 40 dents à l'avant, 10 52 à l'arrière avec le groupe Apex de chez SRAM en format électrique. J'ai sur cette configuration à vous conseiller, si vous souhaitez vous élancer sur la Transcordilleras, de changer potentiellement le 40 dents par un 38 voire un 36 de manière à gagner en confort, parce que côté braquet et avec le poids et ainsi de suite, j'ai quand même eu de la souffrance par endroit et ça serait quand même bien d'avoir un 38 voire un 36 pour gagner en confort. J'étais équipé avec les Garmin Rally en capteur de puissance qui d'ailleurs sont tombés en panne de batterie en fin de course. C'était pas plus mal, ça m'a permis de pousser sans regarder les chiffres. Donc assez pratique puisque ça permet d'avoir les pédales VTT et la puissance en temps réel sur le GPS. La particularité de ce Grax 3 GTO, c'est bien sûr sa fourche que je vous montre ici. Donc une RockShox Rudy Explore Ultimate avec 40 mm de débattement et surtout le petit capuchon qui permet de pouvoir la bloquer et la déverrouiller en fonction du degré d'engagement du terrain. J'avais également les C35 Pro Wide de chez Origine, Primal exactement, qui fabrique les roues en France, avec le moyeu dynamo. J'ai été équipé donc en autonomie totale avec un phare exposure que j'ai eu l'habitude d'utiliser sur mes expéditions, notamment au Brésil. Et puis bien sûr, le phare arrière alimenté par la dynamo, très pratique pour pouvoir être autonome en lumière. Côté pneumatique, j'ai travaillé avec la fiabilité absolue puisque je voulais pas avoir de problème. Donc j'ai eu 0 crevaison. J'étais en tubeless bien sûr avec des Schwalbe Ultrabite en 40 mm à l'avant et du all-round en 40 mm à l'arrière pour garder du rendement. Pour le all-round, sa particularité par rapport à l'ultrabite qui est à l'avant, c'est que vous avez moins de grip bien sûr, meilleur rendement et par contre il s'use très vite, là où l'ultrabite dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est une configuration idéale pour pouvoir passer un petit peu partout, en sachant que là on a eu des conditions très sèches, des pistes très dures. Moi j'avais pris l'ultrabite de chez Schwalbe à l'avant en imaginant peut-être qu'on aurait un petit peu de pluie et des pistes grasses, ça n'a pas du tout été le cas. Mais en tout cas, ça a bien fait le taf. 3 barres de pression à l'avant et à l'arrière. Il y en a qui pourraient dire que c'est beaucoup. Moi, c'est ce qui me permet de passer et de voler un petit peu sur les pistes sans forcément venir taper trop fort au niveau des pneus et en fonction du poids sur les pierres pour pas pincer et pour pas crever. Quoi vous dire d'autre sur cette configuration technique? L'éternel ISM que j'ai encore eu la chance de poncer avec mon cuissard que je vais vous présenter un petit peu après. Cintre avec guidoline de 3,7 mm de mémoire, confortable. J'aurais peut-être rajouté une deuxième épaisseur parce qu'il y a eu certains endroits où ça tapait quand même très très fort. Et puis bien sûr le groupe Apex toujours au niveau du freinage. Petit conseil d'ailleurs, vérifiez bien parce que ça m'est arrivé. J'avais importé des plaquettes qui n'étaient pas compatibles, je me suis trompé de référence. Donc vérifiez bien avant de partir sur une expé comme ça que ce soit les bonnes plaquettes. J'ai eu la chance d'avoir un participant qui avait le même groupe et qui du coup a pu me
fournir un jeu de plaquettes de rechange, notamment pour l'arrière, puisque j'ai consommé littéralement les plaquettes. Côté matos, irréprochable, ça a très bien tenu la route. Le Grax 3 GTO, clairement, là, a fait son effet en termes de confort. La version fourche sur la Transcordilleras, il n'y a même pas de question, je ne serais pas ici si j'étais venu avec les GTR. Je pense que j'aurais beaucoup plus souffert. Au niveau des mains, tout va bien. Au niveau des pieds, tout va bien. J'ai mal nulle part. Après, je suis allé en mode tranquille, 10 à 11 heures de vélo par jour maximum. Mais ça reste quand même un défi assez engagé et il faut arriver à la rentrer physiquement. La fourche m'a quand même beaucoup aidé. Je ne serais pas venu avec un gravel 100% rigide. Autre point à connaître, bien sûr, moi la chaîne elle est complètement rincée là. Mais bon, ça faisait quand même quelques temps que je roulais avec. Donc voilà, globalement, le vélo s'est très bien comporté. Rien à redire. Machine explosive pour ce type de défi. Si j'ai un conseil à vous donner sur la Transcordilleras en Colombie, c'est bien sûr de venir à minima avec un gravel semi-rigide, donc avec une fourche à l'avant suspendue, ou alors avec un VTT semi-rigide ou tout suspendu, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont venus comme ça, notamment des Colombiens. Le vainqueur hollandais de mémoire a été équipé avec un VTT SP, il avait juste mis un cintre gravel à l'avant, mais c'était un VTT, parce que ça permet quand même de gagner en confort et de gagner en vitesse au global, et d'être moins secoué, parce que le gravel en Colombie est assez technique, beaucoup de pierres, beaucoup d'ornières, des pistes piégeuses, donc j'aurais été un peu plus heureux, je pense, en VTT. Je me suis quand même éclaté avec le gravel, mais on était vraiment sur de la limite haute de ce qu'on peut faire avec un gravel. On n'est pas sur l'unbound aux États-Unis ou sur une course gravel en France ou en Europe. Là, c'est vraiment beaucoup plus engagé par la configuration des pistes colombiennes. Voilà, quelques subtilités également. J'avais ma boîte à outils traditionnelle sous le cadre sur les œillets, 1,5 litre de transport de boissons, le système Samouraï que vous connaissez, dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, qui permet de pouvoir réparer des pneus tubeless directement dans le cintre, le traditionnel Corky, le miroir rétroviseur qui m'a bien aidé à bien des endroits pour pouvoir savoir comment se comportaient les usagers de la route. Et puis après, bien sûr, le 1040 Solar que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube également, qui consomme 15% de batterie par jour quand vous roulez 12 heures par jour. Donc c'est vraiment un matériel redoutable pour l'ultra distance, pour pouvoir avoir de l'autonomie en permanence et jamais tomber en panne. Là, il s'est très bien comporté, ça a été un plaisir. Petite subtilité également, le tracker Waka que j'ai installé à l'arrière de la sacoche ici et qui a très bien fonctionné également sur le côté pour pouvoir être suivi en temps réel sur la course. Voilà pour la partie vélo. Je propose de passer sur la partie textile à présent. Je vais tout sortir, tout mettre au sol et vous détailler l'équipement que j'ai transporté sur cette course colombienne. Allez, c'est parti. J'ai tout déballé. Donc tout ce qui est ici était dans mes sacoches, à la fois à l'arrière avec une sacoche de sel de 16 litres et une sacoche de cadre d'environ 5 litres. Donc tout ce que vous voyez là était soit sur moi, soit dans ces deux sacoches. Alors je vous propose de commencer du haut vers le bas du cycliste. Le haut, j'ai été équipé par Ekoi pour tester leur casque haute visibilité que certains ont vu déjà sur le Biking Man, parce que Rémi Borian en était équipé et Julien Marty. C'est une invention qui est géniale parce que ça permet d'être ultra visible la nuit. Belle particularité, c'est que vous avez également une petite LED à l'arrière qui s'active et qui fonctionne avec une pile de capteurs de cardiofréquence mètre et qui permet de gagner en visibilité sur la tête, qui est quand même le point le plus haut du cycliste, et d'être vraiment très visible. J'avais également les lunettes photochromiques de chez Ekoi qui fonctionnent très bien et qui ont aussi la particularité d'avoir ce vert fumé, qui sont un peu plus classe que les Jawbreaker que j'ai eu l'habitude d'utiliser. Ça, c'est pour la partie tête du cycliste. J'avais bien sûr le support de casque qui me permettait la nuit de pouvoir mettre la Gollum, la Pium 2, pardon, la noire, pour pouvoir gagner également en visibilité et puis être bien vu, puisque je l'utilisais le matin également avec son mode soit rouge, soit blanc, pour pouvoir être visible à l'aube comme au crépuscule. Ça, c'est pour la partie supérieure. J'avais ma traditionnelle écharpe pour le froid que j'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé que le premier jour. Après, elle m'a servi d'amulette pour aller au bout de cette aventure. Ensuite, j'ai utilisé tout au long de ce parcours le cuissard, la gamme Gravel de chez Ekoi, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de tester pour le coup, avec un cuissard cargo, ici, avec une chamois qui est donnée pour 8 heures et plus. Là, en l'occurrence, ça a été testé et approuvé. À noter que je n'ai jamais utilisé de crème chamois sur cette course. Je n'en ai pas ressenti l'utilité.
J'avais également un maillot de chez Ekoi de la gamme Gravel avec 2 énormes poches à l'arrière, très pratique. Et en même temps qui s'ouvre simplement ici et qui est un peu plus ample qu'un maillot de cyclisme traditionnel, très confortable. Je l'ai utilisé tout au long du parcours. J'ai eu à le laver sur ces 6 jours d'aventure qu'une seule fois. Ensuite, j'avais au cas où un deuxième cuissard, toujours de chez Ekoi, avec une chamois qui est vraiment faite pour la longue distance, mais pour le coup, je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai laissé propre. J'avais une première couche Outlast pour le chaud de chez Ekoi. Vous avez vu d'ailleurs sur les vidéos que je l'ai utilisé parfois en protection solaire, puisque il a fait tellement chaud que je l'ai utilisé pour pouvoir me protéger le cou et le visage dans certains endroits du parcours où il faisait vraiment très chaud. Pour la partie supérieure, j'avais une veste chaude que j'ai utilisée qu'une seule fois le premier jour. Une veste de pluie qui permet de résister à des précipitations de 15 000. J'avais des surchaussures étanches qui m'auraient permis de pouvoir résister à la pluie que j'ai gardées parce que je ne les ai pas utilisées. 2 paires de chaussettes, une paire de chaussettes Outlast chaude et qui régule la température également en conditions très chaudes. Des chaussettes haute visibilité réflexe de chez Ekoi avec ce bandeau haute visibilité qui est vraiment sympa, qui permet d'être visible sur le bas du mollet sur la paire de chaussettes. Donc celle-là, j'en avais 2. Au total, ça fait 3 paires de chaussettes que j'ai transportées. J'avais un coupe-vent manche courte, un coupe-vent manche longue pour pouvoir pallier quasiment à toutes les conditions. Des manchettes ainsi que des jambières chaudes. Les manchettes, pour le coup, j'ai inversé l'usage, c'est-à-dire que c'est pas pour avoir chaud, je les ai utilisées pour me protéger les avant-bras du soleil. Donc, je suis très heureux de les avoir emportées parce que ça m'a permis de pouvoir me protéger de l'astre lumineux, notamment toute la journée, mais en particulier de 11 h à 15 h quand le soleil tapait très fort. Ensuite, j'ai emporté des chaussettes de compression pour la nuit quand je me reposais dans les hôtels pour pouvoir récupérer. Et puis sur la partie textile également, une paire de gants haute visibilité pour la nuit, chaude, mais que j'ai pas eu à utiliser parce qu'il faisait quand même globalement assez chaud. J'avais des mitaines renforcées et Outlast, très bon, qui ont permis de protéger mes petites mains. J'avais un bandeau pour nettoyer les lunettes et les garder propres, puisque les photochromiques ont tendance quand même à, je trouve, les verres à se charger et surtout à devenir un peu gras. Donc c'est important de pouvoir transporter ce petit outil et de l'avoir à proximité. Moi je l'avais toujours à proximité pour pouvoir garder une visibilité maximale. Voilà pour la partie textile. Le t-shirt jaune, ça c'est quelque chose que j'ai récupéré sur la route pour laver la chaîne tous les jours de manière à protéger ma monture et la faire durer le plus longtemps possible. Et ensuite vous voyez de manière éparse sur le sol tout le matériel technique que j'ai pu emporter. Donc brosse à dents, Doliprane, ici de quoi me cacher les yeux si j'ai besoin de dormir dehors, de quoi lubrifier la chaîne, de la crème solaire bien sûr, de quoi se protéger les lèvres du soleil, une belle pompe, elle est lourde mais elle gonfle très bien, de quoi laver la chaîne, de la crème chamois que je n'ai jamais utilisée, j'en ai pas eu besoin finalement. Ensuite toute la partie électronique, powerbank, matériel obligatoire dans la Transcordilleras, de quoi remplacer la batterie du dérailleur au cas où elle tombe en panne, plus son chargeur au cas où les 2 batteries tombent en panne, toute la câblerie et puis la protection du micro de la GoPro, une petite lumière pour pouvoir faire des interviews la nuit, des écouteurs quand je me sentais seul et c'est pas arrivé souvent pour écouter de la musique, le cardio-fréquence-mètre, mon superbe portefeuille avec dedans des papiers et surtout un petit peu de poudre pour pouvoir avoir en l'occurrence du carbohydrate quand j'en avais vraiment besoin, ici, que j'ai emporté de chez Punch Power, qui me permettait de pouvoir, de temps en temps, quand je sentais que j'avais besoin de compléments, de mélanger ça avec l'eau que je trouvais sur le parcours. Dernier élément technique, le harnais qui m'a permis de faire quelques fois des plans, qui m'ont permis de vous montrer les descentes de ce parcours vertigineux. Autre point important, bien sûr, les chaussures, puisqu'on a quand même pas mal marché, ça faisait longtemps que je n'avais pas marché. J'ai testé pour le coup la gamme XCC4 de chez Ekoi avec le système BOA, redoutable d'efficacité avec les cales VTT en l'occurrence. On voit qu'elles ont quand même pas mal morflé parce que j'ai vraiment beaucoup marché. Mais sinon, côté confort, réglage du système BOA, déclenchement et rigidité générale de la chaussure, vraiment j'ai été super satisfait. Attention par contre quand vous marchez beaucoup, puisque celle-là a un renfort que moi j'aime beaucoup, ici là, à l'intérieur du talon, de ne pas avoir des chaussettes trop épaisses, parce que ça peut provoquer des ampoules, auquel cas
Pensez à emporter dans votre trousse à pharmacie des pansements pour pouvoir protéger vos talons si vous avez également la formation d'ampoule en fonction de conditions climatiques extrêmes, bien sûr, parce que là on a eu du 50 degrés avec des sessions de poussage qui ont duré presque 10 km, donc c'était des conditions quand même particulières. Mais c'est une petite astuce, si vous avez un rembourrement ici, pensez à prendre au cas où des pansements si vous commencez à avoir des ampoules, ça peut être très pratique. Mais en tout cas, sur des chaussures Ekoi, redoutable d'efficacité, elles viennent remplacer du coup mes Recon de chez Spey que j'ai utilisé pendant pas mal d'années. Et j'en suis très heureux. Voilà globalement tout ce qui est rentré dans ces sacoches. Vous avez tout le matériel obligatoire de la Transcordillera, ce qui se trouve ici. Bien sûr, moi j'en ai pris un petit peu plus. Au global, j'avais un vélo sous les 15 kg avec la fourche semi-rigide et les roues dynamo et les deux lumières fonctionnant sur dynamo. J'avais une configuration plutôt légère. Mais en tout cas, il y a eu quelques éléments que j'ai peu ou pas utilisés. J'aurais presque envie de vous dire que si j'avais envie de participer de nouveau, je les enlèverais, mais même pas, parce que c'est des éléments qui auraient pu être essentiels pour pouvoir tenir sur la distance si les conditions s'étaient gâtées, puisque dans les Andes, en fonction, ça peut rapidement se gâter et du coup être beaucoup moins drôle que ce qu'on a eu, puisque là on a eu très chaud, mais on aurait pu avoir très humide avec beaucoup de pluie, auquel cas la veste de pluie aurait pu servir, le deuxième cuissard également. Bref, tous les éléments que j'ai pris en remplacement et en backup, en solution de secours, m'ont pas servi, mais auraient pu être essentiels selon les dangers rencontrés sur la route. Si vous avez des questions en tout cas sur cette configuration, que ce soit sur la machine, le vélo, ou sur le matériel général, textile ou même électronique, n'hésitez pas, vous avez la rubrique commentaires. Je vous mets également dans la description de la vidéo un lien personnalisé qui vous permet d'aller accéder directement à la configuration du Grax 3 GTO de chez Origine, la configuration exacte que j'ai actuellement, à la différence de la selle ISM qui est une personnalisation que j'ai ajoutée. Mais sinon, vous pourrez avoir accès exactement à ce même vélo pour pouvoir le découvrir sur le configurateur de chez Origine. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, moi je me tiens à votre dispo pour y répondre si vous décidez de vous élancer l'année prochaine sur ce défi en Colombie ou si vous rêvez de voyager à vélo au pays du café. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. J'espère en tout cas que ce partage d'infos vous a plu. Pensez bien sûr à liker, mettre un pouce à cette vidéo, parce que ça contribue à la faire connaître dans l'algorithme et à la faire remonter auprès d'autres personnes comme vous qui peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser comme matériel pour faire du bikepacking en Colombie. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine aventure, la prochaine expédition, peut-être avec un vélo différent d'ailleurs, on verra. Salut!